Et si je vous disais qu'il existe un pays où les citoyens naissent riches, où l'extérieur est climatisé, où les oiseaux voyagent avec un passeport, et où même les plaques d'immatriculation peuvent coûter des millions? Bienvenue au Qatar, l'un des endroits les plus riches et les plus surprenants de la planète. Mais derrière ce luxe se cache une réalité que la plupart des gens ignorent. Des lois choquantes, des règles sociales implicites et un système fondé sur des contrastes extrêmes. Après avoir découvert le véritable fonctionnement du Qatar, votre vision de la richesse en sera à jamais transformée. 1. Au Qatar, naître citoyen, c'est presque naître millionnaire. Le Qatar est une minuscule péninsule du golfe Persique à peu près de la taille du Connecticut. Il n'a ni montagne, ni fleuve, ni grande forêt naturelle. Sur une carte, il ressemble à un petit morceau de terre qui s'avance dans la mer. Et pourtant, ce petit territoire concentre davantage de richesses par habitant que presque n'importe quel autre pays sur la planète. Naître qatari, c'est décrocher ce que certains économistes considèrent comme la plus grande loterie géographique de l'histoire humaine. Le pays figure régulièrement parmi les tout premiers mondiaux en PIB par habitant, avec plus de 120 000 $ internationaux en parité de pouvoir d'achat. Et ce chiffre ne reflète pas simplement la fortune de quelques milliardaires. Il correspond à la base structurelle de toute l'économie citoyenne. Pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Des emplois publics bien rémunérés et largement garantis. Un système de santé de très haut niveau, gratuit de la naissance à la mort. Une éducation entièrement subventionnée, y compris des bourses pour étudier à l'étranger. Et au moment du mariage, l'État peut attribuer un terrain ou jusqu'à 200 000 $ pour construire une maison. De nombreuses familles qataries reçoivent aussi des versements mensuels qui ressemblent dans les faits à des dividendes issus du budget national, simplement parce qu'elles font partie de la population autochtone. L'autorité d'investissement du Qatar, qui gère plus de 500 milliards de $ d'actifs internationaux, alimente elle aussi ce système de redistribution au profit des citoyens. Pourtant, le Qatar ne compte qu'environ 300 000 citoyens de souche. C'est moins que la population d'une ville américaine de taille moyenne. Mais ce petit groupe repose sur l'une des plus vastes réserves de gaz naturel au monde. Le revers du décor, c'est que près de 90% des personnes qui vivent réellement au Qatar sont des travailleurs migrants. Eux ne bénéficient d'aucun de ces privilèges. Ils paient leur loyer, leurs soins, leurs dépenses, tout. Ils ne peuvent pas obtenir la résidence permanente. Ils sont indispensables à l'économie, mais presque invisibles dans le système de protection réservé aux citoyens. Le Qatar est ainsi le pays où la part des citoyens véritables dans la population totale est la plus faible au monde. Et ces citoyens vivent dans une bulle de confort financée par l'État, sans véritable équivalent ailleurs sur Terre. Si vous aviez la possibilité de devenir citoyen qatari, accepteriez-vous ou refuseriez-vous? 2. Ils ont littéralement climatisé l'extérieur. En été à Doha, les températures dépassent régulièrement les 122 degrés Fahrenheit. Et avec l'humidité, l'indice de chaleur grimpe encore davantage. Marcher dehors en pleine journée n'est pas simplement désagréable. Cela peut devenir réellement dangereux. Alors, qu'a fait le Qatar? Il a décidé de refroidir l'extérieur. Pas seulement des centres commerciaux fermés. On parle ici de parcs en plein air, de promenades commerciales ouvertes, de voies piétonnes, et même d'immenses stades extérieurs où l'on reste assis sous le ciel tout en sentant de l'air frais circuler sur sa peau. Cette technologie a été mise au point en grande partie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 par un ingénieur surnommé Dr Cool. Le système aspire l'air extérieur grâce à des ventilateurs alimentés à l'énergie solaire. Le refroidit à une température comprise entre 64,4 et 75,2 degrés Fahrenheit, puis le diffuse par des grilles situées au niveau du sol. Comme l'air froid est plus dense que l'air chaud, il reste naturellement dans les 2 mètres les plus proches du sol, c'est-à-dire exactement là où se trouvent les corps humains. Le résultat, une bulle de microclimat contrôlée qui recouvre tout l'espace extérieur. Aujourd'hui, cette technologie s'est étendue à plusieurs zones de la ville. Al-Senim Park détient un record Guinness pour la plus longue piste de jogging extérieur climatisée.
Al Gharafa Park utilise des tunnels couverts de panneaux solaires et des aérations au ras du sol. À Katara, une promenade commerçante haut de gamme dissimule ses systèmes de refroidissement sous les dalles en pierre. Et comme la journée devient presque inhabitable, le rythme de la vie qatari s'est inversé. Les centres commerciaux restent ouverts jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les restaurants se remplissent à minuit. La vie sociale commence quand une grande partie du monde dort déjà. Le Qatar ne lutte pas contre son climat. Il déplace simplement toute l'organisation de la société autour de lui. 3. Le prix du confort absolu. La richesse a apporté la prospérité. Mais elle a aussi engendré une fragilité nouvelle. Selon la Fédération mondiale de l'obésité, plus de 70% des adultes au Qatar sont considérés comme en surpoids ou obèses. Les cas de diabète de type 2, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires ont fortement augmenté au fil des décennies. Le pays possède certains des meilleurs hôpitaux du monde, mais une part croissante de ces établissements est désormais consacrée à traiter des maladies liées à une vie trop sédentaire, passer dans des pièces climatisées, à trop manger et trop peu bouger. Le gouvernement a lancé d'importantes campagnes de santé publique, avec des programmes comme Step into Health et Qatar Active 2025, pour encourager la marche dans les centres commerciaux, l'exercice dans les universités, et davantage de mouvements au travail. Mais le problème ne relève pas seulement de la médecine. Il est aussi philosophique. Et au fond, cette question ne concerne pas uniquement le Qatar. Nos propres modes de vie ne deviennent-ils pas, eux aussi, de plus en plus immobiles? 4. Des règles qui vont vous surprendre. Le Qatar applique des règles sociales et juridiques d'une grande rigueur. Les femmes doivent légalement obtenir l'autorisation d'un tuteur masculin, souvent le père, ou le mari, pour certaines décisions fondamentales. Les Qatariotes célibataires de moins de 25 ans ne peuvent pas voyager à l'étranger sans accord formel de ce tuteur. Les femmes mariées peuvent même faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire demandée au tribunal par leur mari. Les vêtements jugés indécents dans l'espace public sont interdits et les femmes doivent porter le hijab hors du domicile. Les couples non mariés vivant ensemble risquent l'emprisonnement. Dans les lieux publics, les codes vestimentaires imposent aux hommes comme aux femmes de couvrir leurs épaules et leurs genoux. L'homosexualité y est strictement illégale, avec des sanctions qui vont de la prison et de lourdes amendes jusqu'à, en théorie, la peine maximale. Il existe aussi au Qatar une salutation traditionnelle entre hommes qataris proches appelée krashm, où 2 personnes se touchent doucement le nez. C'est un geste bédouin associé au respect profond et à l'égalité. Si un habitant vous invite à y participer, acceptez avec calme. Mais ne l'initiez jamais vous-même avec un inconnu et surtout jamais avec une femme locale. Les conséquences sociales et parfois juridiques peuvent être sévères. La photographie est un autre terrain sensible. Photographier des inconnus, en particulier des femmes et des enfants, sans autorisation, n'est pas seulement impoli. Cela peut entraîner des poursuites, la confiscation du matériel ou une confrontation immédiate en public. Des touristes ont déjà été pris à partie de manière agressive pour avoir simplement filmé l'extérieur d'un supermarché depuis un passage public. Dans la culture islamique, photographier quelqu'un sans son consentement peut être perçu comme une atteinte à l'honneur et pas seulement à la vie privée. Toute la cuisine est préparée selon la loi islamique. Le porc et l'alcool sont donc strictement interdits. Boire en public ou être surpris en état d'ébriété constitue une infraction pénale. Dans de nombreux foyers, il est habituel de prononcer une brève bénédiction avant le repas. Pendant le repas, la nourriture se prend et se transmet avec la main droite, la gauche étant considérée comme impure. Les invités doivent attendre que l'hôte les autorise à commencer, car démarrer avant lui serait vu comme un manque de savoir-vivre. Dans certaines familles traditionnelles, la place à table peut aussi dépendre de l'âge. Si vous êtes invité, le plus prudent est de suivre l'exemple de l'hôte et de ne commencer qu'au moment où il vous y invite. Ce ne sont là que quelques règles parmi les plus fréquentes. 5. Le monde discret des mariages d'un jour. Au Qatar, les relations physiques hors mariage sont sévèrement criminalisées. En réponse, un contournement légal s'est développé à l'intérieur même du droit islamique. Il porte un nom, le mariage misyar. Sur le plan religieux,
Le misyar est techniquement une union islamique valide. Il comprend une offre, une acceptation et des témoins, soit les bases requises par la charia. Mais dans ce type de contrat, l'épouse renonce explicitement à son droit au logement. Elle reste généralement dans la maison de sa propre famille. Elle renonce également au soutien financier de son mari. Le couple ne vit donc pas ensemble de manière permanente. Ils se retrouvent à des moments et dans des lieux convenus à l'avance. Et surtout, ces mariages sont presque toujours gardés secrets. Ils évoluent dans une zone volontairement discrète de la vie sociale. Des hommes d'affaires fortunés, des voyageurs réguliers, mais aussi des étudiants utilisent ce cadre pour légaliser des relations qui seraient autrement considérées comme illégales. Comme le mari conserve le droit unilatéral de prononcer le divorce à n'importe quel moment, en répétant simplement 3 fois le mot talaq, sans subir les conséquences financières habituelles d'un divorce classique, la femme se retrouve dans une position où sa protection juridique est quasiment nulle. Le débat théologique autour du misyar est intense. Certains grands savants sunnites en reconnaissent la validité technique. D'autres y voient une forme d'exploitation légalisée à peine déguisée. Cette pratique se distingue du mutar chiite, qui repose sur un mariage temporaire avec une date de fin fixée d'avance et qui est strictement interdit dans le Qatar, majoritairement sunnite. Le misyar, lui, n'a pas de date de fin officielle, même s'il sert souvent, dans les faits, d'arrangement de courte durée. C'est légal, c'est controversé, et c'est bien plus répandu qu'on ne l'imagine. 6. Un mariage qatari peut coûter plus cher que votre maison. Même lorsqu'ils naissent dans l'abondance, les hommes qataris doivent faire face à un véritable mur financier lorsqu'il s'agit de se marier. Dans cette société, c'est le marié qui prend en charge l'ensemble du processus. Cela comprend la mahr, la dot obligatoire versée directement à la mariée, l'achat d'or et de bijoux de luxe, l'acquisition puis l'ameublement d'un logement, ainsi qu'une réception somptueuse pour les 2 familles élargies. À Doha, certaines grandes cérémonies dépassent les $300 000 de coût total, ce qui les place parmi les mariages les plus chers de toute la région du Golfe. À Henson, les salles de bal d'hôtel se louent entre 8 000 et plus de $42 000. Sans même compter le traiteur, les compositions florales importées, la décoration sur mesure ou les animations. La pression sociale pour organiser un événement digne d'une superproduction hollywoodienne a poussé de nombreux jeunes hommes qataris vers un endettement sérieux, ou les a conduits à reporter fortement leur mariage. Pour répondre à ce problème, l'État intervient directement. Il peut accorder jusqu'à 300 000 riyals qataris, soit environ $82 000, aux hommes qataris qui se marient pour la première fois. En contrepartie, les couples doivent suivre un programme de conseil prénuptial obligatoire géré par l'État, mis en place pour freiner la hausse rapide du divorce. Et en 2025, une nouvelle loi sur la fonction publique a ajouté une allocation annuelle de mariage de 12 000 riyals qataris pour les employés du secteur public, créant ainsi une forme de subvention permanente pour la famille qatari. 7. Le secret de la fortune royale du Qatar. Parlons maintenant de la famille régnante Al Thani. Cette dynastie gouverne le Qatar depuis le XIXe siècle, rassemble environ 8 000 membres et détient un pouvoir absolu sur les plans politique, économique et social. Sa fortune collective est estimée à plus de 335 milliards de dollars. Pour donner un ordre d'idée, ce montant dépasse la richesse personnelle cumulée d'Elon Musk et de Jeff Bezos à leurs sommets respectifs. L'émir actuel, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, vit dans une résidence principale à Doha, estimée à environ 1,25 milliard de dollars. Ce complexe renferme 15 palais distincts à l'intérieur de son enceinte, ainsi qu'un garage souterrain capable d'abriter plus de 500 véhicules en même temps. Le patrimoine immobilier international de la famille ressemble à une liste des adresses les plus prestigieuses du monde. Les Al Thani possèdent The Shard à Londres, d'importantes portions du village olympique londonien, ainsi que de grandes participations dans l'Empire State Building à New York. Sheikha Moza bint Nasser, épouse de l'ancien émir, a fait la une de la presse internationale après avoir dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter toute une rangée de villas d'exception sur Cornwall Terrace à Londres.
Leur collection d'art surpasse celle de nombreux musées nationaux, avec notamment les joueurs de cartes de Paul Cézanne, acquis pour environ 250 millions de dollars. Dans leur garage figurent certaines des hypercars les plus rares jamais produites, souvent personnalisées dans un bleu turquoise devenu emblématique. On y trouve notamment une Bugatti Divo, l'un des 40 exemplaires existants au monde, estimé à 7,5 millions de dollars. S'y ajoutent des Bugatti Chiron sur mesure, une Ferrari LaFerrari Aperta évaluée à 6 millions de dollars, des McLaren en série limitée et des Lamborghini Centenario. Le garage royal est si vaste qu'il ferait passer la plupart des showrooms de supercars de Dubaï pour de simples annexes. Sur mer, l'émir dispose du Katara, un méga-yacht de 124 mètres estimé à 400 millions de dollars. Il peut accueillir 35 invités et près d'une centaine de membres d'équipage, avec héliport, spa complet et vaste pont de loisirs. Dans les airs, la famille s'appuie sur le Qatar Amiri Flight, une flotte exclusive de 14 avions VIP, dont des Boeing 747-8 personnalisés, évalués individuellement à plus de 400 millions de dollars. Et malgré tout cela, la famille Al Thani n'est toujours pas la dynastie royale la plus riche du monde. Ce titre revient à la maison des Saouds, en Arabie Saoudite, dont les avoirs sont estimés entre 1400 et 1500 milliards de dollars, soit plus que le PIB combiné de nombreux pays en développement. 8. La plaque d'immatriculation qui vaut plus que la voiture. Dans un pays où les voitures de luxe sont si fréquentes qu'elles ne provoquent presque plus aucun regard, les plus riches ont dû inventer un autre marqueur de statut. Et ils l'ont trouvé à un endroit pour le moins inattendu. La plaque d'immatriculation. Au Qatar, une plaque rare peut valoir bien plus cher que la supercar sur laquelle elle est fixée. Ce n'est pas une image. C'est une véritable microéconomie, avec enchères organisées par l'État, dépôts de garantie élevés et plaques échangées comme de véritables actifs d'investissement parmi les élites. Le principe repose sur ce que les économistes appellent les biens de Veblen, des objets dont le désir augmente précisément à cause de leur prix et de leur rareté extrême. Dans une population minuscule, composée de citoyens immensément fortunés, l'exclusivité doit parfois être fabriquée artificiellement. Une plaque à 3 chiffres, ou une série de chiffres répétés, devient alors un panneau publicitaire mobile de richesse extrême. Le ministère qatari de l'Intérieur encadre et monétise ce phénomène via des enchères électroniques organisées sur des applications publiques comme Zoom et Mzadat. Lors de ces ventes, les Qataris les plus aisés se disputent les numéros les plus esthétiques. Rien que pour participer à certaines enchères, il faut déposer 50 000 riyals qataris en garantie au moment de l'inscription. La plaque Q44444 a été évaluée à 9 660 000 riyals qataris, soit environ 2,65 millions de dollars américains. La plaque Q8000 s'est vendue pour plus de 1,7 million de dollars. Même une plaque comme Q911 dépasse une valorisation de 400 000 dollars. Et ces plaques ne sont pas achetées pour être oubliées. Elles prennent de la valeur. Elles circulent entre membres de l'élite comme de véritables placements financiers sécurisés. 9. Une ville née du sable et de la mémoire. Avant que le pétrole et le gaz ne jaillissent de son sous-sol, le Qatar n'était qu'un nom à peine visible sur la carte du monde. Sa population survivait grâce à l'élevage nomade et à la plongée perlière, une activité dangereuse et incertaine qui imposait le rythme des saisons. La vie dépendait des marées, du vent et de la patience. L'eau douce valait plus que l'or. L'arrivée de la richesse tirée des hydrocarbures au milieu du XXe siècle a bouleversé cette réalité en une seule génération. Les maisons côtières en briques de boue ont laissé place à des tours de verre. Les dhows en bois se sont transformés en yachts de luxe. Et Doha, fondée en 1820, puis devenue capitale en 1971, a connu l'une des métamorphoses urbaines les plus radicales de l'histoire moderne. Sa population a été multipliée par plus de 10 en 3 décennies. Des quartiers historiques entiers ont été détruits pour laisser la place à des îles artificielles et à des horizons futuristes. Le Qatar a fait appel à certains des plus grands architectes du monde pour concevoir une capitale sans équivalent.
Dans un paysage dépourvu de montagnes, de rivières et de verdure naturelle, Doha a été largement construite à partir de rien, comme un nouveau modèle d'urbanisme régional. Son architecture mêle des références islamiques traditionnelles à un style moderne et résolument tourné vers le futur. En quelques décennies seulement, Doha s'est imposé comme un grand centre urbain international, porté par des projets ambitieux, des gratte-ciels vertigineux et d'immenses zones commerciales. The Pearl Qatar, une île artificielle de près de 14 km², a été construite entièrement sur des terres gagnées sur la mer, au large de West Bay Lagoon. Elle accueille aujourd'hui des villas de luxe, des appartements haut de gamme, des hôtels 5 étoiles et des quartiers commerçants somptueux reliés au continent par des ponts. Des bâtiments emblématiques comme Burj Doha et la Tornado Tower dessinent une ligne d'horizon capable de rivaliser avec celle des grandes capitales mondiales. De son côté, Lusail City incarne une vision encore plus tournée vers l'avenir. Pensée comme une ville intelligente, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et les infrastructures numériques intégrées. Au cœur de cette transformation fulgurante se trouve la richesse tirée du gaz naturel liquéfié, qui a alimenté un rythme de croissance extraordinaire. Et pourtant, malgré cette ambition technologique, le Qatar n'a jamais complètement rompu avec son passé. À l'école, les enfants apprennent que leurs grands-parents ont traversé la chaleur, la faim et l'incertitude sans perdre leur dignité. Les filets de plongeurs perliers, les dhows traditionnels et les tentes bédouines sont conservés dans des musées ultramodernes comme des reliques sacrées de la culture nationale. Le désert n'est pas présenté comme une prison. Il est honoré comme un maître. 10. La première classe dans les transports publics. Le métro de Doha est un système à grande vitesse, totalement automatisé et sans conducteur, capable d'atteindre 100 km/h. Il est propre, moderne, efficace. Mais il est aussi divisé en 3 classes complètement distinctes. La classe standard coûte 2 riyals qataris par trajet, soit environ 55 cents. Le Wagon Family, réservé strictement aux femmes et aux hommes voyageant avec leur famille, coûte le même prix, mais impose une séparation fondée sur le genre. Et puis il y a le Gold Club. Pour 10 riyals qataris, soit environ 2,75 $, les passagers accèdent à un wagon qui imite la classe affaires aérienne. Grand siège en cuir, isolation phonique renforcée, faible affluence, ambiance calme et exclusive, tout à l'avant du train. Pour de nombreux expatriés aisés et pour des citoyens qataris, le Gold Club n'est pas seulement une question de confort. Il permet surtout d'acheter de la distance sociale. Dans un pays où vivent de très nombreux ouvriers masculins isolés de leur famille, des voyageuses et des expatriés occidentaux utilisent souvent cette cabine premium pour éviter les regards insistants et la promiscuité signalée dans les wagons standards. Les contrôleurs patrouillent avec rigueur et expulsent quiconque tente d'entrer dans le Gold Club avec un billet ordinaire. Dans la plupart des villes du monde, les transports publics servent d'égaliseur social. Au Qatar, même le métro reste hiérarchisé. 11. L'oiseau qui a son passeport et sa place en classe affaires. Au Qatar, le faucon n'est pas un simple animal. C'est un symbole national, une institution culturelle et un actif financier qui peut valoir plus qu'une voiture de luxe. La fauconnerie a été introduite dans la péninsule arabique il y a des siècles par les tribus bédouines qui s'en servaient pour chasser et survivre. Aujourd'hui, elle est devenue à la fois un sport compétitif pesant plusieurs millions de dollars et l'un des signes les plus visibles du prestige social dans la société qatarie. Le faucon figure sur la monnaie nationale, les insignes militaires, les symboles gouvernementaux et les logos d'organisations majeures. Le championnat annuel de fauconnerie attire des centaines d'entraîneurs venus de toute la région du Golfe. La valeur d'un faucon entraîné va de 5 000 $ à plus de 500 000 $. Pour les oiseaux les plus rares, le prix atteint celui d'une Rolls-Royce. Pour prendre soin de ces créatures d'exception, l'État a fondé en 2008 l'hôpital pour faucons de Souk Waqif, fortement subventionné par l'émir. Cet établissement sur plusieurs étages peut traiter jusqu'à 150 faucons par jour pendant la haute saison de chasse hivernale. Il possède des services spécialisés en endoscopie, virologie, chirurgie orthopédique,
biologie moléculaire et radiographie. Il comprend même une unité dédiée à l'impagne des plumes, une intervention esthétique extrêmement minutieuse, qui consiste à réparer ou remplacer les plumes de vol endommagées à l'aide d'une vaste bibliothèque de plumes de donneurs, choisies selon des correspondances génétiques précises. Les oiseaux reçoivent aussi des soins pour les serres et le bec, l'équivalent aviaire d'une manucure haut de gamme. Comme les faucons de l'élite voyagent à l'international pour les compétitions et les expéditions de chasse, le Qatar leur délivre de véritables passeports. Dans la salle d'identification de l'hôpital, chaque oiseau reçoit une bague de pattes sur mesure et une micropuce traçable. Le passeport contient les informations du propriétaire, l'espèce de l'animal, ses vaccins et parfois même son profil ADN. Résultat, sur les vols de Qatar Airways, il n'est pas rare de voir un faucon capuchonné installé sur un siège de classe affaires acheté pour lui, traité avec les égards habituellement réservés aux VIP humains. 12. Des jockeys robots lancés dans le désert. La course de chameau est l'un des sports les plus anciens de la péninsule arabique, un héritage enraciné depuis des siècles dans la culture bédouine. Mais pendant longtemps, ce sport a reposé sur une pratique profondément choquante. De jeunes enfants, souvent victimes de traite en provenance de pays pauvres d'Asie du Sud ou d'Afrique, étaient utilisés comme jockeys pour alléger au maximum la charge sur l'animal. La condamnation internationale en matière de droits humains a été extrêmement forte. En 2005, l'émir du Qatar a interdit totalement l'usage de jockeys enfants. Et leur remplacement a pris une forme que personne n'avait imaginée, des robots télécommandés. Aujourd'hui, les meilleurs chameaux filent dans le désert à des vitesses pouvant atteindre 40 miles par heure, guidés par de petits jockeys mécaniques fixés sur leur dos. Ces robots pèsent entre 1,5 et 3 kg. Ils sont équipés de GPS, de capteurs de fréquence cardiaque et de fouets mécaniques activés à distance. Ils portent même des tenues de course traditionnelles aux couleurs vives. Mais le plus surréaliste dans ce spectacle, ce ne sont pas les robots. C'est le public. Il n'y a pas de tribune fixe. À la place, les propriétaires et entraîneurs fortunés suivent la course depuis une immense flotte de SUV de luxe, principalement des Toyota Land Cruiser et des Nissan Patrol blancs, roulant à toute allure sur une route parallèle aux chameaux. Depuis l'intérieur de leur véhicule, ils utilisent des radios bidirectionnelles et des télécommandes pour actionner les fouets mécaniques et envoyer des encouragements via des haut-parleurs intégrés aux robots. Les dotations annuelles des tournois peuvent dépasser 25 millions de rials qataris, notamment avec le très convoité Golden Sword. Le résultat est l'un des événements sportifs les plus extraordinaires visuellement au monde. Des millions de dollars de bétail sélectionné, de la conduite à grande vitesse dans le désert et de la robotique réunis en un seul spectacle. 13. Le thé qui relie une société divisée. Lorsqu'on visite une maison qatari, même pour un bref passage sur le seuil, on se voit souvent proposer du thé ou du café. Accepter est considéré comme une marque de respect. Refuser peut être perçu comme impoli. Le thé et le café occupent une place centrale dans la vie quotidienne au Qatar. Surtout le gawa, un café arabe traditionnel parfumé à la cardamome, au safran, au clou de girofle et à la fleur d'oranger, généralement servi sans sucre. Ce rituel du café est si important qu'il a été reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le gawa est habituellement accompagné de dattes dont la douceur équilibre son goût. Il est versé depuis une dalla traditionnelle dans de petites tasses, remplies seulement au tiers. Par hospitalité, l'hôte continue à resservir. Lorsque vous souhaitez arrêter, un léger mouvement de la tasse suffit à le signaler. Une autre boisson très populaire est le thé karak, mélange riche et crémeux de thé noir, de lait concentré et d'épices. Introduit dans la région du Golfe par des marins indiens, il y a plus d'un siècle, il est devenu depuis un incontournable local. Malgré le très haut revenu moyen du pays, le karak reste l'une des boissons les moins chères, coûtant généralement entre 30 et 50 cents la tasse. On l'achète souvent dans de petits stands au bord de la route, où les gens se retrouvent pour le boire sur place ou l'emporter.
Ces modestes écopes créent une atmosphère sociale unique, réunissant des personnes venues de milieux très différents et offrant l'un des rares espaces réellement partagés dans une société pourtant fortement stratifiée. 14. Les fêtes qui mettent tout un pays à l'arrêt. Au Qatar, les jours les plus puissants de l'année ne sont pas dictés par le commerce ni par la politique. Ils le sont par la foi. L'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, et l'Aïd al-Adha transforment tout le pays. Les parcs deviennent de vastes espaces de prière à ciel ouvert, baignés de décorations lumineuses dorées. Les familles, qu'il s'agisse de citoyens aisés ou de travailleurs migrants séparés de leurs proches à des milliers de kilomètres, partagent les mêmes gestes de générosité. On distribue de la nourriture dans les mosquées. On offre des dattes et de l'eau à des inconnus. Des enfants donnent des friandises à des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. En 2025, le gouvernement a agrandi les espaces de rassemblement communautaire afin que les travailleurs migrants puissent participer plus activement aux célébrations. Un geste institutionnel rare envers cette majorité expatriée qui fait tourner le pays. Le 18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar, l'ambiance est différente. Des parades équestres longent la corniche de Doha, des feux d'artifice illuminent la baie. Des démonstrations de faucons remplissent le ciel. Des spectacles aériens militaires rappellent à toute la région qu'un État minuscule par la taille peut se penser immense par son influence mondiale et par sa fierté nationale. 15. Le week-end déplacé pour l'économie. Au Qatar, le week-end ne tombe pas le samedi et le dimanche, mais le vendredi et le samedi. Le vendredi est le jour le plus sacré de l'islam, consacré à la prière collective, à la famille et au repos. Avant 2013, le Qatar, comme une grande partie du Golfe, observait un week-end les jeudis et vendredis, conformément à la tradition islamique. Mais cela posait un problème opérationnel majeur. Le pays ne partageait alors que 3 jours ouvrables communs avec les grands marchés financiers occidentaux et asiatiques, le lundi, le mardi et le mercredi. Alors le gouvernement a simplement déplacé le week-end. En adoptant le vendredi et le samedi, le Qatar a gagné 2 jours ouvrables complets en commun avec l'Europe et les Amériques, améliorant nettement sa capacité à participer au commerce mondial et au marché financier. C'était une démonstration de pragmatisme d'État. Respecter l'obligation religieuse sans laisser la tradition devenir un handicap économique. Le résultat a donné naissance à un rythme hebdomadaire unique. Le vendredi matin, la ville devient presque silencieuse. Les écoles ferment, les banques baissent leurs rideaux, les rues se vident. Toute la population se prépare à la prière du milieu de journée. Puis, dès le début de l'après-midi, la ville reprend vie d'un seul coup. Les centres commerciaux rouvrent, les restaurants se remplissent, les rues se réaniment et restent vibrantes jusqu'au cœur de la nuit. Religion et commerce. Silence et spectacle. Devoir ancien et ambition moderne. Tout cela se concentre dans une seule journée, chaque semaine. Le Qatar n'est pas seulement un pays riche. C'est une expérience grandeur nature de ce qui se produit lorsqu'une société possède assez de ressources pour façonner sa propre réalité. Il refroidit l'air à l'extérieur. Il bâtit des villes organisées autour des technologies intelligentes. Il délivre des passeports à des oiseaux. Il déplace son week-end pour mieux s'aligner sur Wall Street. Il préserve la mémoire de la faim dans le désert, tout en amarrant des yachts de 500 millions de dollars dans ses ports. Voilà le vrai Qatar. Laquelle de ces réalités vous a le plus surpris? Les mariages missiards? Le faucon en classe affaires? La plaque d'immatriculation plus chère qu'une Ferrari? Ou autre chose?